Hey, coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc la grosse vidéo de fin d'année que je vous tourne tous les ans. C'est tout simplement un condensé de mes meilleures lectures que j'ai eues cette année 2021. Alors oui, nous sommes que fin novembre, il reste un mois encore, mais quand je vous faisais cette vidéo fin décembre, je me faisais engueuler. On me disait: «Ah Seb, j'aurais voulu les voir avant pour m'aider à choisir mes cadeaux, à voilà, des livres qu'on veut glisser sous le sapin» et ben voilà, depuis quelques années, du coup, cette vidéo, je vous la fais un mois avant Noël pour peut-être, modestement, humblement vous vous aider à trouver des livres effectivement à glisser sous le sapin. Donc ces 40 lectures, du coup, je vous les ai classées selon peut-être à qui potentiellement elles pourraient plaire effectivement en cadeau de Noël. Je rappelle, c'est vrai, tous les ans je le dis, mais attention, offrir un livre, à Noël, il faut quand même savoir à qui, vous faites ce cadeau parce qu'on va être d'accord, il y a des personnes, si vous leur offrez un livre, je suis pas sûre, que ce soit le meilleur cadeau pour elles. Ben voilà, il y a des gens, c'est comme ça, qui n'aiment pas lire et donc leur offrir un livre, je suis pas sûre que ça leur plairait. Donc voilà, sachez d'abord à qui vous offrez et puis voilà, on peut pas offrir, le même genre de livre à certaines personnes. Donc voilà, tous les ans, j'essaye de classer mes meilleures lectures selon peut-être à qui, potentiellement, à quel lecteur vous pourriez peut-être les offrir. Donc 40 lectures sur, au moment où je vous parle, la fin novembre, je suis à seulement 130 lectures. Voilà, depuis, 7 ans que je suis, sur la blogosphère, booktubosphère et cetera. C'est l'année, la plus petite d'un point de vue, quantitatif. Voilà, je tourne d'habitude autour de 200-210. 100, je pense que je vais arriver à 140 d'ici la fin de l'année. C'est vraiment un petit, petit score. En soi, je m'en fous, hein, honnêtement, voilà, je m'en fous. Mais du coup, forcément, ça a été un peu plus compliqué à vous trouver, mes meilleures lectures parce que d'un point de vue, qualitatif, ça a pas non plus été une superbe année. Mais voilà, toujours est-il que j'ai réussi à vous en sélectionner 40 et j'espère que ça vous aidera à faire vos petits emplettes de Noël. Donc, on démarre tout de suite. Première catégorie, la catégorie jeunesse. Et c'est simple, je n'en ai lu qu'un cette année. Et c'est bête parce que le seul que j'ai lu, donc c'est Ursibelle de Caroline Générès. Je l'ai adoré. Je l'ai vraiment adoré. Ça a été une très bonne surprise. Le tome 1 d'une grande saga. Oui, fantaisie, on va partir sur de la fantaisie jeunesse avec ces, personnages mi-homme, mi-ours. J'ai adoré. Alors c'est le classique, itinéraire, comment on dit? Le personnage, voilà, qui grandit, qui va partir dans l'aventure et cetera. Il va lui arriver de belles et de mauvaises choses. J'ai vraiment, vraiment adoré ce roman. Je pense qu'il peut être lu par un 11-12 ans qui a l'habitude de lire, et par une, vieille personne comme moi, parce que franchement, je l'ai adoré. Je l'ai trouvé extrêmement qualitatif et je comprends pas pourquoi je suis pas allée un peu plus vers ce genre-là cette année. Bon, c'est comme ça. J'en ai lu qu'un, mais il était parfait, donc je préfère rester sur cette sensation-là, voilà, d'en avoir tenté qu'un, mais que ça s'est bien passé et donc voilà, je trouve que pour commencer cette vidéo, en jeunesse, moi je vous propose Ursibelle, fils de la grande ours. Ensuite, on va passer aussi à une catégorie où j'en ai très peu lu, cette année, c'est le, SF, posta. Voilà, j'en ai très peu lu et celui peut-être pour lequel j'ai eu le plus de plaisir à le lire, c'est Les Somnambules de Chuck Wanding, c'est chez Sonatine. J'ai passé un superbe moment avec cette lecture qui a été quand même une épopée parce qu'il fait plus de 1000 pages. Ça a été vraiment une épopée extraordinaire, mais j'ai pas senti les pages, je l'ai surkiffé. Il y a tout dedans, voilà, les personnages, l'ambiance, la narration, ce côté post-apo très présent, voilà. Des gens se réveillent un matin en ayant une espèce de crise de somnambulisme qui ne s'arrête pas et les familles vont commencer à les suivre parce qu'on se rend compte que quand on s'approche d'eux, qu'on essaye de les réveiller, ils explosent. Donc évidemment, on va essayer de pas trop s'approcher d'eux, hein
Et voilà, on va suivre à la fois ce groupe-là de somnambules, pourquoi ils sont devenus comme ça et on va surtout suivre, la famille, les tous les dommages collatéraux que ça va avoir sur les familles qui les suivent et voilà, j'avais vraiment passé un très, très chouette moment de lecture avec ce SF un peu posta, c'était vraiment très, très bon. Ensuite, troisième catégorie, le roman historique. J'en ai un petit peu moins lu aussi cette année, mais parmi ceux que j'ai lus, j'en ai, ressorti 2 avec lesquels j'ai vraiment passé un excellent moment. Je trouve que les romans historiques, c'est plutôt chouette à offrir, sous le sapin, parce que bon, toujours pareil, il faut savoir, à la personne à qui vous les offrez si elle aime ça. Mais honnêtement, moi, les 2 que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai passé vraiment un excellent moment. C'était tout d'abord Blood and Sugar de Laura Shepherd Robinson chez 10-18. On va partir sur 2 thématiques à la fois, le tout ce qui tourne autour du trafic de la canne à sucre parce qu'on est à la fin du 18e, c'est encore très, très présent, les tout ce qui est les comptoirs, les chaînes d'esclaves, et cetera. Donc on va partir sur ce trafic de canne à sucre et justement sur, l'esclavagisme et ceux qui ont essayé d'abolir l'esclavagisme déjà en 1781 à Londres. C'était très intéressant, l'enquête était bien menée, les personnages étaient bien posés, très ancrés dans leur époque. J'avais vraiment passé un très bon moment où, la promesse d'être dans un Londres de 1780 était vraiment bien tenue. C'était costaud, j'avais vraiment surkiffé et le deuxième, lu un peu plus récemment, c'était Le Pavillon des combattantes d'Emma Donoghue. Alors là, un peu plus différent, on est plus dans un huis clos. On est donc au début de la Première Guerre mondiale et on va assister à la montée du virus de la grippe espagnole qui a eu des conséquences monumentales en Europe, des millions de morts et on va suivre, à Londres, une de ces femmes. Non, c'est pas Londres, il me semble que c'est en Irlande. J'ai un doute sur la ville, mais je crois que c'est en Irlande. Donc on va suivre une jeune femme qui est, sage-femme et elle va donc s'occuper, du petit pavillon de la maternité de l'hôpital de Dublin, je crois. Oui, c'est ça, on est à Dublin et elle doit faire face à ces femmes enceintes qui ont attrapé la grippe espagnole et voilà, j'avais aussi beaucoup aimé ce roman. Pareil, le côté historique est bien présenté, de la Première Guerre mondiale à la grippe, aux conditions, médicales, hein. Je pense que c'est ce qu'a voulu montrer, l'autrice dans ce roman, les conditions épouvantables, des soins, voilà, qu'il y avait à ce moment-là. Elles faisaient de leur mieux, hein, ces femmes et avec le côté huis clos qu'Emma Donoghue, manie très, très bien depuis son fameux, Room, moi que j'avais surkiffé et voilà, un très, très bon roman. Là aussi, le côté historique est bien planté, les personnages, l'histoire. C'était passionnant, c'était très intéressant et voilà, j'avais adoré le personnage central. Ensuite, une autre saga, qui est aussi, pas trop présente cette année, alors que d'habitude, il y en a peut-être un peu plus. Oui, forcément, j'ai moins lu de livres, donc j'ai moins de bonnes lectures coup de cœur à vous présenter ici, mais j'en ai quand même 2. 2 sagas familiales qui auront marqué, mon, année, 2021. C'est tout d'abord La puissance des vaincus de Wally Lamb que j'ai vraiment surkiffé. L'histoire de ces 2 jumeaux, dont l'un a des gros troubles psychiatriques. Il vit en hôpital de jour et justement le roman commence où il est à la bibliothèque municipale de la ville. Je sais plus c'est dans quelle ville des États-Unis. Je crois qu'on est plutôt vers la côte ouest, il me semble. Et il va rentrer dans cette bibliothèque municipale et il va se trancher la main, soi-disant que c'est Dieu qui lui aurait dit de se trancher la main et nous, on va surtout suivre son frère jumeau, qui, depuis, l'enfance, va nous montrer ce parcours de jumeaux, donc un gros livre sur la gémellité et comment lui, il a aussi, voilà, les dommages collatéraux qu'a ce frère, par rapport à son frère comme ça qui est un peu déficient mental. C'était très intéressant. C'était très dense, c'était d'une profondeur incroyable chez ces 2 personnages et voilà, c'est typique des sagas familiales. On va être sur une trentaine d'années. On va beaucoup voilà, il va y avoir 3 grosses époques: leur enfance, leur adolescence, début jeune adulte et leur vie présente. Le roman commence, ils ont une quarantaine d'années et waouh, c'était génial. Moi, Wally Lamb, je surkiffe à mort.
depuis Machin et la Grâce. Je ne me rappelle jamais du titre de ce roman. Bon, bref, c'est vraiment un auteur que je plébiscite énormément parce que c'est excellent et clairement, si vous voulez offrir un roman à un lecteur qui surkiffe comme ça les grosses sagas sur plusieurs décennies, n'hésitez pas, celui-là, il peut en faire partie. Et l'autre que j'ai vraiment surkiffé cette année, là, ça a été la découverte d'un auteur. J'ai beaucoup aimé, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour Bish Music de Pat Conroy. Voilà, lui aussi, il passe vraiment pour moi dans les auteurs doudous qui font des sagas, là aussi sur plusieurs années. Le roman commence où là, on est avec un couple pour qui tout sourit, ils ont voilà une petite fille, etc. Mais le roman commence où la femme va se suicider en sautant d'un pont. Et bah, ce roman, c'est l'histoire de ce papa, comment il va se débrouiller avec sa fille, et surtout, il va revenir sur l'histoire des deux familles, la sienne et celle de sa femme. Et pareil, on va partir comme ça sur une histoire de 20-30 ans. J'ai aussi beaucoup aimé, là aussi on va être surtout le côté adolescent, jeune adulte du personnage central et le présent où pareil, il a une quarantaine d'années. C'était génial, c'était d'une ces sagas-là familiales, elles sont d'une densité incroyable. Il y a forcément énormément de profondeur dans les personnages puisqu'on les suit depuis tout petit. Depuis tout petit, voilà, petit, ado, jeune adulte, grands adultes, et donc forcément, ça crée une profondeur incroyable et un attachement incroyable à ces personnages. C'était vraiment une lecture fabuleuse, j'ai vraiment aimé. J'ai replongé à chaque fois avec plaisir et c'est vraiment un auteur que je vais continuer à découvrir. D'ailleurs, je pense que dans ma palle de décembre, je vais mettre son Prince des Marais, voilà, parce qu'à chaque fois que je parle de Pat Conroy, on me dit: «Sève, Pat Conroy, il faut que tu lises Le Prince des Marais, c'est son chef-d'œuvre», donc comment vous dire? Voilà, depuis le temps, j'aimerais vraiment enfin me le faire là, au mois de décembre. On passe dans une autre catégorie, donc ma 7e, meilleure lecture, alors ils ne sont pas classés dans l'ordre, hein, mais une de mes très bonnes lectures, cette année, donc c'est la catégorie roman noir américain. J'en ai peu lu aussi finalement cette année puisque j'en ai que 2 qui vraiment ressortent du lot cette année. Il y a tout d'abord le sublime «Les femmes n'ont pas d'histoire» d'Amy Jo Burns. J'avais adoré l'histoire de cette petite fille qui vit, voilà, on va être clairement plongé dans la population qu'on appelle comme ça les rednecks, les bouseux. C'est pas très beau ce mot, mais voilà, vraiment ces gens, qui ont vraiment presque rien, qui vivent dans des bungalows, des des caravanes au fin fond des États-Unis, qui survivent comme ils peuvent, qui galèrent à trouver de l'argent pour manger. Quand il y a un peu d'argent, bah, c'est le papa qui le consomme en alcool et cetera et bah, ces gamins, ils galèrent un peu et justement dans ce roman, on va suivre une de ces petites filles, à la famille très dysfonctionnelle. On va suivre sa maman et sa meilleure amie et voilà, c'est une histoire de femme, hein, comme le dit le titre. J'avais beaucoup aimé. Il y a une belle alternance passé-présent sur, les amours de la maman justement et j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé, voilà, plongée, assez violente, dans le quotidien de ces familles comme ça assez pauvres, hein, du fin fond de l'Amérique. J'avais beaucoup aimé et le deuxième, là aussi, découverte d'un auteur, découverte de James Lee Burke, découverte incroyable. J'ai surkiffé cette lecture. New Iberia Blues, avec l'inspecteur Robichaud. Je crois que c'est ça, j'ai un doute, mais je crois que c'est ça. Alors oui, c'est un énième tome de saga, je sais plus, je crois que c'était le 20 ou 30e, mais c'était pas si grave. Alors ça m'a spoilé sur les tomes précédents de ce qui arrivait dans la vie de l'inspecteur, mais c'était pas très grave parce que c'était quand même la découverte d'une plume magistrale qui collait très bien à ce qu'on attend d'un roman noir, c'est-à-dire nous dépeindre vraiment le fond social, politique d'un pays. Donc ici, on est dans le Bayou, en Louisiane, et ça nous le dépeint formidablement. J'ai bien aimé les prises de position. C'est ça un roman noir aussi, hein. Un roman noir, il faut s'attendre à ce que l'auteur prenne certaines prises de position sur des faits sociaux, culturels et politiques. Et ben, quand tu adhères à ce que propose l'auteur, c'est jackpot. Et quand en plus l'histoire, parce que c'est autour d'une enquête quand même,
te transcende, eh ben, c'était vraiment ding ding, jackpot pour moi et ça a été une de mes meilleures lectures cette année, au-delà de la découverte. Si je reste vraiment plantée sur ce que m'a fait cette lecture, ça a été une superbe lecture, un très, très bon roman noir que je vous conseille fortement et de toute manière, je vous conseille fortement cet auteur. Du coup, moi, je me suis acheté le tome 1, je vais repartir du début dans les enquêtes de ouais, je crois que c'est Robichaud? J'ai un doute, bon, c'est pas grave. Voilà, j'essaierai de continuer cet auteur. Ensuite, prochaine catégorie, une catégorie que j'ai un petit peu aussi commencé à un peu plus approfondir, à découvrir un peu plus pour mon plus grand bonheur parce que j'y ai fait de belles découvertes. Il s'agit donc de la catégorie, essais, documents, true crime. Donc on quitte la fiction, on part dans le réel et du coup, j'avais beaucoup aimé. Qu'est-ce que j'ai aimé l'approche du mal de Jean-Luc Ployer, qui est sorti en plus maintenant chez J'ai lu. Donc on suit ici un psychologue, psychiatre ou psychologue? Je ne sais plus, je vais pas dire de bêtises, qui est, appelé pour faire des expertises, psychiatriques ou psychologiques. Excusez-moi. J'ai peur d'employer le mauvais mot, mais bon, voilà, pour faire des expertises quand il y a des procès, donc bon, les plus gros évidemment, c'est quand il y a des meurtres, mais aussi, voilà, quand il y a des viols, pédophilie et cetera. C'est lui, qu'on appelle pour faire expertiser souvent le présumé coupable pour voir s'il était, heu, conscient de ses actes et cetera et Jean-Luc Ployer a pu approcher, des personnes des serial killers, voilà, les Français. Il a pu parler à Michel Fourniret, il a pu parler à j'ai oublié son nom. Bref, voilà, certains serial killers et il nous explique comment se passaient ces entretiens, comment lui, il abordait ces entretiens, ce qu'il en a ressorti et c'était vraiment très intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé le fait, que ce soit d'un hyper documenté évidemment, hein, puisqu'on est avec la personne et c'était, toujours pareil, moi je vous le dis tout le temps dans ce genre de roman où on parle des serial killers, je ne veux surtout moi pas rentrer dans le trip de l'idolâtrie, le fantasme, tout ce qui tourne autour de ces serial killers. Non, non, pas du tout. Là, c'est ce qu'il fait, il nous dit: «Voilà, moi je l'ai rencontré tel jour, on s'est dit ça, 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 il a eu telle réaction, tel comportement, voilà, j'en ai déduit ça» et cetera. C'était hyper intéressant et voilà, je m'étais vraiment, vraiment régalée. Il nous montre plein, plein, plein de cas comme ça qu'il a suivis, les théories qu'il en a ressorties, les différentes sortes, voilà, la différence entre un psychopathe, un dément, un voilà. C'était excellent. Dans le même genre, vraiment, document, zéro fiction, on est vraiment dans un document d'investigation. Femme de nazi de James Willey, j'ai adoré. Le fait que l'on reparte comme ça dans la montée du nazisme, l'entrée dans la Seconde Guerre mondiale, l'avènement d'Hitler, mais sous le regard des femmes de ces fameux nazis, donc la femme de Goebbels, d'Himmler et cetera. C'était très intéressant, c'était, très intéressant de voir la façon, dont certaines étaient encore plus starbées que leur mari et dont les autres subissaient plutôt le truc et avaient quand même conscience de ce que traficouillait, Hitler. Voilà, j'ai adoré. Alors là, par contre, c'était un je me souviens quand j'ai refermé le bouquin en me disant: «Mais quel travail de ouf d'investigation, d'historien!» C'était, impeccable, c'était vraiment, voilà, super intéressant donc pareil, si vous voulez offrir un bouquin, à une personne qui vraiment s'intéresse comme ça à ces vrais faits historiques-là, sous un point de vue un peu différent, il était vraiment hyper intéressant. Je rappelle, rien de fictionnel là-dedans. On est juste dans un énoncé, chronologique. On part du tout début, hein, quand vraiment Hitler, même avant d'avoir écrit Mein Kampf, il a petit à petit comme ça réuni sa bande, voilà et voilà, c'était vraiment très, très bon. Lu récemment, voilà, je vous l'avais montré, dans un, bilan lecture récent, un true crime. Alors là, par contre, on rentre dans quelque chose un peu mélange, fictionnel, fait réel, mais quand même l'autrice Maureen Callahan dans American Predator, elle est restée quand même bien collée aux faits réels, puisqu'elle va nous montrer dans cette lecture, la montée en puissance d'un tueur en série,
qui a été très peu médiatisé finalement, hein, Israel Keyes. Et ce tueur, il avait quelque chose de très atypique, que je ne peux pas vous dire parce que ça fait partie du en fait, Maureen, elle nous explique, c'est à la fin qu'elle nous dit: «Voilà, moi j'ai écrit ce roman parce que voilà ce que ce tueur avait vraiment d'atypique». Donc, ce serait spoilant quand même de le dire. Donc voilà, là aussi, si vous avez, à faire un cadeau livresque à quelqu'un qui adore tout ce qui est esprit criminel, enquête exclusive, vous voyez tous ces trucs-là qui revient sur des vrais crimes, des true crime, n'hésitez pas, il est très bien fait. Là aussi, on est sur une montée chronologique du moment où on suit donc la dernière victime. C'est grâce à malheureusement à ce dernier meurtre où on arrive à le choper. On se rend compte que c'était pas la première, on se rend compte qu'on est avec un serial killer et dans ce roman, il y a énormément d'entretiens que les enquêteurs ont eus avec ce tueur et petit à petit, les enquêteurs, les profilers vont se rendre compte qu'ils ont affaire à c'est la première fois qu'ils ont affaire à un tel tueur, atypique et voilà, je vous laisserai le découvrir. C'était vraiment très, très bon. C'était vraiment un petit coup de cœur, pour ce true crime. J'aime vraiment, vraiment beaucoup maintenant ce genre-là. Et alors, je me suis aperçue après que je l'avais pas lu cette année, mais bon, trop tard. Je l'avais mis dans mon truc photo, donc je vous refais un petit rappel parce qu'entre-temps, il est sorti chez J'ai lu, voilà, en septembre, je crois. Donc Les Lumières de l'aube de Jack Miller, c'est lui d'ailleurs qui m'a fait mettre un pied dans le true crime. J'avais surkiffé, voilà, l'histoire de, on est avec 2 jeunes adolescentes de 17 ans, pareil, famille très dysfonctionnelle, famille très humble, du fin fond de d'où ça se passe? Je ne sais plus. Au fin fond d'une bourgade américaine, ils sont vraiment très pauvres, ils vivent, voilà, donc vous avez la photo du bungalow, les espèces de bungalows dans lesquels ils vivent et ce jour-là, donc on est avec, une adolescente qui vit avec ses parents, dans ce bungalow et ce soir-là, elle fête son anniversaire. Il y a ses parents et sa meilleure amie et au petit matin, on va retrouver le bungalow en feu. On va retrouver, parmi les cendres, les corps des 2 parents. On va se rendre compte rapidement qu'ils ont des coups de pistolet sur eux, donc ils ont été assassinés et on ne va absolument jamais retrouver les 2 jeunes filles et 15 ou 20 ans plus tard, je crois que c'est 15 ans plus tard, Jax Miller, elle est obsédée par cette histoire. Du coup, elle va retourner là-bas, elle va mener l'enquête. Pendant presque 10 ans, je crois, elle a mené l'enquête pour savoir ce qui est arrivé à ces jeunes filles. Elle dit: «C'est pas possible, on peut pas rester comme ça, mortes ou vives, il faut savoir ce qui leur est arrivé». Elle va mener l'enquête et petit disclaimer, parce qu'on me l'a énormément demandé, mais je comprends pourquoi on veut savoir. Oui, Jax Miller arrive à résoudre l'histoire. On sait ce que sont devenues ces 2 jeunes adolescentes. Je ne vais évidemment pas vous dire ce qu'il en est, mais voilà, c'était passionnant. Alors il faut aimer, hein, le fait que, un auteur ou une autrice reprenne une histoire comme ça. Elle y a forcément y ajouté des dialogues. Par exemple, on assiste à la soirée d'anniversaire entre les parents et les 2 jeunes filles. Évidemment, les dialogues-là sont fictifs. Elle a essayé de coller peut-être au plus proche de ce qui a dû vraiment se passer et après, elle reprend l'enquête, elle va revoir les enquêteurs, elle va les policiers, les témoins, la maman de la on voit souvent la maman de la copine qui évidemment, elle aussi, elle va beaucoup aider Jack Miller parce qu'elle veut savoir ce qui est arrivé à sa fille. Voilà, c'était passionnant, j'avais adoré. Moi, ça a été vraiment un de mes premiers true crime que j'avais lu et voilà, bon, j'en remets une couche, c'était pas cette année, mais je vous dis, il est sorti là, en septembre 2021. En poche, donc voilà, si pareil, quelqu'un qui aime les esprits criminels, enquête exclusive, tous ces trucs-là, n'hésitez pas. C'était parfait. Allez, on passe à une autre catégorie et ma 13e les bonne lecture de cette année, elle fait partie donc de cette catégorie que j'appelle la catégorie OVNI. C'est-à-dire que je n'ai absolument pas su où la mettre. Donc du coup, je vous ai fait cette catégorie-là. Donc là, avec Résine de Anne Riel chez Seuil, ouais, vraiment une lecture marquante. Ce genre de roman, roman noir. Alors je l'ai pas mis dans roman noir américain parce qu'on ça se situe Suède, Norvège, je sais plus, dans un pays scandinave et j'avais beaucoup aimé mais moi j'aime beaucoup ce genre roman noir, nature writing, hein, depuis
le fameux My Absolute Darling. Je suis très fan de ce genre de roman. Là, c'est un petit peu pareil. Donc, on est avec une famille dysfonctionnelle, la petite fille qui a un rapport très spécial avec son papa et sa maman. Et voilà, le papa qui pète un peu un câble et qui décide de vivre comme ça en autarcie. Et nous, on voit tout ça sous les yeux de la petite fille. C'était passionnant. C'était très dur. Je me souviens de scènes assez difficiles. On soulève des sujets un peu tabous. Je me souviens qu'il y a ce sujet de la maman qui petit à petit va grossir, grossir et elle va devenir vraiment, vraiment énorme. Et on va parler, vous savez, de ces gens qui vraiment deviennent, c'est au-delà de l'obésité, très, 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 plus de 200 kilos. Vous savez, ces personnes qui sont sur leur lit et qui ne peuvent plus en bouger. Et je crois que c'est la première fois que je croise un tel personnage dans un roman. C'était bien enfin, c'était bien, oui, c'était bien de proposer un tel personnage, de nous montrer pourquoi et comment de telles personnes deviennent comme ça. Et c'était, je sais pas, j'avais beaucoup aimé ce roman. Moi, je vous le dis, quand tu es une grosse lectrice comme moi, tu cherches quand même un petit peu d'originalité dans un bouquin. Là, je l'avais quand même pas mal trouvé. Et waouh, c'était âpre, c'était dur, c'était assez violent parfois, vraiment un roman noir, noir, hein. Mais situé en Scandinavie, c'était un peu rare. Et voilà, vraiment un revenant, ouais, un peu ovni que j'avais adoré. Dans ce genre-là, vraiment, là, ça a été le coup de cœur que je n'attendais pas. Roman ovni qui m'a laissé sur les fesses. L'enfant rien de Nathalie Hugues. C'est un vieux titre qui a, je pense, au moins 10-15 ans. Et alors, le choc, la surprise, voilà, on est avec ce petit garçon qui vit seul avec sa maman qui est divorcée. Le papa a refait sa vie, il a un autre enfant et il donne peu de temps à son premier enfant qu'il avait eu donc avec son ex-femme. Et on va suivre toute cette histoire sous les yeux de ce petit garçon qui passe ses journées à attendre son papa parce qu'il a une vie plutôt dysfonctionnelle avec la maman. Et on suit ce petit garçon et quand on comprend certaines choses, c'est le choc. Je me souviens, j'ai parlé à mon livre. C'est un des rares livres auxquels j'ai parlé cette année, mais j'ai hurlé à mon livre. Waouh, le choc! Clairement un bouquin que je vais relire. Il m'a époustouflée. Là aussi, une thématique tabou, non, pas forcément. Je ne peux pas vous dire de quoi il en est, mais une thématique assez lourde, assez grave, qui est prise sous un pied de nez incroyable. La fin m'a. Alors, autant à un moment donné, j'ai parlé à mon livre, mais autant à un moment donné, la fin, elle m'a. J'étais scotchée, je ne sais plus quoi dire. Et voilà, je vous le conseille vraiment, une lecture ovni. Vous n'en aurez pas deux comme ça. Franchement, voilà, les quatre qu'il y a dans cette catégorie, tu le refermes, tu te dis c'est bon, je ne relirai plus jamais un bouquin comme ça. Donc, dans cette autre catégorie ovni, lu récemment Fille de Lilith, là aussi, c'était vraiment ovni de Sarah Blau, cette histoire de tueur qui va tuer des femmes en leur attachant un poupon, en leur écrivant maman. Et on se rend compte que les victimes, elles faisaient partie d'un club de jeunes filles qui, quand elles étaient jeunes adultes à la fac, elles avaient fait un pacte, le pacte de ne jamais avoir d'enfants. Et donc, à travers ces lectures, on va partir sur la thématique de la maternité, de ces femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants. Et ce sujet un peu original de, oui, elles décident de ne pas avoir d'enfants, mais que se passe-t-il si finalement elles ont un enfant? Comment ça va se passer avec ce gamin? C'était ultra intéressant. J'avais dévoré les 240 pages. Attention, un peu spécifique, hein, les 4 romans qu'il y a dans cette catégorie OVNI. Sachez quand même à qui vous les offrez. Je pense qu'il faut quand même les offrir à des lecteurs un peu aguerris, qui ont un certain bagage et qui ne seront pas déconcertés. C'est pas des livres grand public. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est vraiment des romans où il faut quand même, je pense, avoir un certain bagage. Parce que voilà, on est beaucoup en introspection, on est avec une narration un peu spécifique et voilà, que ce soit Résine, L'Enfant Rien, Fils de Lilith ou le prochain que je vous montre, sachez vraiment quand même à qui vous les offrez. On est vraiment sur des ouvrages spécifiques, mais moi je le répète, je suis à la recherche de ce genre de roman. Je suis moi à la recherche de ce genre de roman où quand tu le refermes, tu dis ouais putain, j'en lirai pas de comme ça. C'était vraiment très bien et voilà, je vous le conseille fortement. Et le dernier de cette catégorie OVNI,
Je n'ai pas su où le mettre. Voilà, vraiment un roman ultra spécifique. Donc, le dernier roman de Jérémy Fell, Nous sommes les chasseurs, chez Rivage. Voilà, roman ovni. Là aussi, attention, pareil, je pense à offrir à un lecteur assez aguerri. Parce que la narration est très spéciale. On est dans plusieurs petites histoires avec plein de personnages dans des temporalités différentes. Mais évidemment, tout va se regrouper autour de cette thématique comme souvent chez Jérémy Fell, hein, du mal absolu, le mal sous toutes ses coupures, à travers l'histoire des personnages. Beaucoup de références au cinéma, à la musique, à la littérature noire. Moi, j'ai adoré toutes ces références. Voilà, c'est pour ça que je pense, il y a tellement de références comme ça qu'il faut vraiment l'offrir à quelqu'un, à un gros, gros, gros lecteur. Un gros lecteur de romans noirs qui chercherait peut-être quelque chose d'ultra atypique. Mais c'est vraiment le genre de roman pas facile à conseiller. Mais moi, il fait partie de mes 40 meilleures lectures de l'année. Donc, il avait vraiment sa place ici, quand même. Mais voilà, pas facile à conseiller. Voilà. Ensuite, on change de catégorie et ça va être la plus grosse catégorie de cette vidéo. Je veux vraiment parler, évidemment, vous l'aurez compris, de la catégorie thriller. Donc voilà, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Voilà. J'ai 15 thrillers qui ressortent de mes lectures de cette année. C'est pas tant que ça, parce que c'est pas forcément que des gros coups de cœur, hein, c'était des très bonnes lectures. Donc voilà, vous voyez, cette année, ça n'a pas été la très grosse, voilà, la très grosse année, on va dire. Mais parmi les très bons thrillers que j'ai lus cette année, il y a, je crois que je vous les ai classés du plus tranquillou au plus hard. Voilà, on va dire comme ça. Donc un vraiment qui pourrait plaire à tous les fans de thrillers, de romans à suspense. Donc Mousson froide de Dominique Sylvain chez Robert Laffont. J'ai adoré, c'est très bien écrit, ça reste plutôt soft. Quoique la scène du début, elle n'est pas si soft que ça. Mais j'ai adoré le fait qu'on soit voilà, dans la double thématique sino-américaine. Donc on est avec... Ah mon Dieu, je ne sais plus s'ils sont chinois ou japonais. On est avec une famille asiatique. La mère, le grand frère, la petite sœur et le papa. Et justement, le roman commence où il va se passer un drame. Le papa va faire voilà, un geste abominable. Et du coup, nous, on se retrouve des années plus tard où on suit le fils, qui est maintenant adulte, et sa maman, qui sont partis vivre aux États-Unis. Et malheureusement, le passé trouble du papa va... Parce que le roman commence où le papa, il sort de prison, en fait. Et il veut retrouver son fils et sa femme. Et justement, voilà, le roman commence où lui, il va partir aux États-Unis les retrouver. Et j'avais aussi beaucoup aimé dans ce roman, on est avec... parce que le fils est devenu flic et il est souvent aidé d'une enquêtrice à lui qui est cynophile, c'est-à-dire qu'elle a un chien qui a été élevé pour renifler je savais pas que ça existait, les clés USB. Vous savez, quand ils sont dans une enquête de pédophilie, par exemple, on lâche le chien dans la maison et lui, bim, il renifle et il trouve comme ça les clés USB, les ports USB pour, je sais pas, dans les clés, pas dans les clés, dans les cartes SIM, vous avez un élément qui a une certaine odeur et quand on apprend à ce chien à le retrouver, il retrouve les trucs. Voilà, le chien est très présent dans ce roman. J'ai adoré ça. C'était vraiment une très très bonne lecture. J'en garde vraiment un très chouette bon moment de lecture. Et là, vraiment, vous pouvez vraiment l'offrir. Je vous dis à n'importe quel fan de thriller, roman à suspense, il trouvera vraiment son compte. Celui-là aussi, il était très efficace. C'est marrant, j'aurais pas pensé, mais quand j'ai repris le listing comme ça de mes 130 lectures, je dis ah ouais, celui-là, il était vraiment, vraiment bien. Effacer les hommes de Jean-Christophe Tixier. Rappelez-vous, dans ce roman, on est au bord d'un lac artificiel, au bord d'un barrage. Et tous les 40-50 ans, on doit le vider pour, comme ça, faire la vidange de ce lac artificiel. Et en faisant la vidange de ce lac dans lequel jadis il y avait un village au fond, on va découvrir quelque chose voilà, lié au passé de 3 femmes. Donc c'est la mère, la fille
et une sœur et la sœur qui est devenue bonne sœur d'ailleurs. Donc la mère, la sœur de la mère qui est devenue bonne sœur et la fille. Et on va les suivre comme ça sur aussi une j'aurais pu le mettre à la limite dans Saga. Il me semble qu'on les suit sur 10, 15, 20 ans même, il y a un passé présent sur 20 ans et voilà, j'avais beaucoup aimé. On oscille entre le roman noir rural et le thriller à suspense, mais plutôt roman noir. Prenez-le vraiment comme un roman noir rural, un peu comme un Frank Buis. Voilà, j'avais vraiment passé un très très bon moment. Je me souviens que le suspense était très bien mené, donc ça déjà c'est bien. Donc voilà, celui-là aussi franchement il est très abordable. Il n'y a pas de scène glauque, pas de scène gore, très abordable hein, pour un fan avec du suspense bien mené. Ah celui-là, voilà, un petit thriller domestique. J'avais adoré Si j'étais toi d'Amber Garza. Donc on est là avec un couple qui aménage dans leur nouvelle grande maison. Le mari est psychologue, du coup il va se prendre une grande part de l'étage du bas pour créer son bureau dans lequel il va donc accueillir surtout des patientes. Hein. Voilà, 90% de ses patientes sont des femmes. Et un jour, sa femme à lui va découvrir qu'à travers un système de ventilation, elle peut entendre la conversation de son mari avec ses patientes. Donc voilà, elle va apprendre certaines choses. Et alors, ce roman, il y a des révélations et des twists incroyables que je n'attendais pas. Moi, j'étais vraiment partie vers un simple thriller domestique, mais il y a des rebondissements de malade qui te font qui te font tourner le roman à 360 degrés. Et quand tu le termines, tu as qu'une envie, c'est de le relire. Vous savez, ce fameux en sachant que. J'adore quand ça fait ça. J'adore quand tu termines ton thriller et que tu as envie de le relire maintenant que tu sais certaines choses. C'était génial. C'était vraiment du très très bon thriller domestique avec d'énormes surprises, d'une originalité folle finalement. Bien qu'il démarre très classiquement, j'ai eu même très peur. Et puis bim, arrive la première révélation. Je suis what? Voilà, c'était incroyable. Je ne peux que vous le conseiller. Pareil, à un fan de thriller à suspense, ici spécifique thriller domestique. Voilà, c'était mais vraiment passionnant. Un que j'ai beaucoup aimé aussi, là on va plutôt partir sur la thématique de la maternité de l'enfant, donc Au sombre. Suzanne Janson, vous savez, j'en lis beaucoup comme ça, des thrillers avec disparition de l'enfant. Donc là, le roman commence, je crois qu'on est en Écosse ou en Angleterre, ou en Cornouailles, je crois qu'on est en Cornouailles. Bref, au bord de la mer. C'est quoi là-haut? Je sais plus. La mer. Non, je sais plus. Je vais pas dire des conneries. Et le roman commence où on est donc avec un couple qui vit avec un petit garçon. Et le roman commence où le petit garçon va disparaître. On va rapidement conclure à une noyade, mais on va jamais retrouver le corps. C'est ça que j'ai aimé dans ce roman. On va surtout suivre ici, se focaliser sur le papa, parce qu'au moment du drame, le papa était seul avec son fils, et on va focaliser. Et j'avais adoré le réalisme. Voilà, je vous le dis tout le temps, pour qu'un thriller avec disparition de l'enfant soit réussi, il doit être pour moi ultra réaliste, surtout dans la réaction des parents au moment où. Et là, c'était waouh, la réaction du papa qui va sombrer comme ça, qui va être bouffé au-delà du deuil, il va être bouffé par la culpabilité. Et puis après, petit à petit, il va remonter à la surface parce qu'il veut savoir la vérité. Qu'est-ce qui est arrivé à son fils ce matin-là? C'était génial, c'était sobre, c'était clean, c'était parfait, c'était bien mené, très bon suspense. Je me souviens d'une fin peut-être un peu trop classique pour en faire vraiment un gros coup de cœur, mais franchement, j'étais ressortie, waouh, vraiment ravie de cette lecture et voilà, si vous voulez offrir vraiment un bon thriller avec disparition de l'enfant, celui-ci était parfait. Lu récemment aussi, voilà, alors Nicolas Beuglet, c'est typique, l'auteur parfait, thriller grand public, là aussi, franchement, vous pouvez y aller tranquillou. Donc là, attention par contre, Le passager sans visage, c'est quand même la suite directe du dernier message. Donc le top, si vous pouvez essayer d'offrir évidemment d'abord Le dernier message qui est sorti en poche et pourquoi pas ensuite Le passager sans visage en grand format. Ça peut être un beau combo, d'offrir les 2 et voilà, j'ai adoré cette suite. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup Nicolas Beuglet qui, voilà, qui nous offre de très, très bons thrillers. C'est,
C'est très classique, mais c'est, sans prétention, c'est très humble comme écriture, c'est passionnant. On part toujours comme ça dans des grandes thématiques un peu sociétales avec lui. Moi, mon préféré, ça restera toujours Complot, j'ai adoré et vraiment, voilà, n'hésitez pas, Nicolas Beuglet, c'est très bon, voilà, je répète, attention, c'est une suite, c'est la suite du dernier message. Mais voilà, il fait partie de mes meilleures lectures, donc moi, je suis obligée de le mettre ici, même si c'est un tome 2, il fait partie de mes 40 meilleures lectures de cette année. Celui-là aussi, tiens, là, on repart en Angleterre, je crois qu'on est à Londres, Les femmes qui craignaient les hommes de Jessica Moore. J'ai aussi adoré ce roman, qui va être complètement axé sur la violence faite aux femmes, puisqu'on va évoluer dans un centre d'accueil pour femmes qui subissent des violences conjugales. On va d'abord suivre certaines de ces femmes-là qui sont issues, de milieux sociaux différents, de milieux culturels différents et on va suivre, une des je crois que c'est sur non, une des femmes, assistantes sociales qui s'occupe de ces femmes-là et justement le roman commence où cette assistante sociale va être assassinée. Que s'est-il passé? On va suivre les policiers qui vont mener l'enquête et on va donc rentrer dans cette thématique-là, des violences faites aux femmes. On en est où aujourd'hui? À Londres, ça peut être en Europe, hein, qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes qui subissent ça? Et c'était passionnant, c'était extrêmement bien fait et moi j'aime quand comme ça dans le thriller, on y glisse une énorme thématique sociétale très importante et voilà, c'était vraiment, très, très bon. On repart dans cette thématique de la maternité aussi qui était présente. Ben voilà, moi, c'est vraiment une thématique qui m'attire, donc j'en lis beaucoup des thrillers autour de la maternité et donc bah, forcément, il y a beaucoup de chances que vous en retrouvez certains dans mes meilleures lectures de l'année. C'est, le cas pour Entre toutes les mères d'Ashley Audrin. Qu'est-ce que j'ai aimé ce roman! Mais qu'est-ce que j'ai aimé l'histoire, de ce bébé. Comment ça je me rappelle plus trop. On est dans un je crois que c'est un accident d'un bébé qui va mourir et on va suivre l'histoire de la maman à Rebrousse, machin, où elle repart du début. Elle nous explique la rencontre avec son mari, la naissance de ce bébé, comment, voilà, ça nous parle de, l'amour maternel qui n'est pas quelque chose qui te tombe directement comme ça. Parfois, ça ne vient pas. Parfois, c'est compliqué, donc on va parler de comme ça du syndrome postpartum. Comment, bah, c'est compliqué pour certaines mamans quand cet amour ne vient pas. Pourquoi il ne vient pas? Donc du coup, on repart dans l'histoire d'elle-même avec sa propre mère à elle. Que se passe-t-il quand finalement on décide d'avoir un deuxième enfant? Où là, ça se passe mieux parce que la première était une fille, là, le deuxième c'est un garçon, ça se passe beaucoup mieux. Mais voilà, cette fille, elle est là et le roman commence où oui, voilà, c'est ça, c'est le je sais plus si je crois pas que c'est spoilant de l'apprendre, heu, où il va y avoir un drame. Voilà, il va y avoir un drame et c'était génial, c'était très bien posé. La fin m'avait glacé le sang, mais vraiment glacé le sang et c'était passionnant. Voilà, si vous voulez offrir vraiment un très, très bon thriller autour de cette thématique de la maternité, du syndrome postpartum, de l'amour maternel qui parfois ne vient pas et c'est compliqué et voilà, c'est assez tabou, mais c'était absolument génial. J'ai très envie de le relire. J'ai très, très envie de le relire tellement c'était bien mené, bien amené, c'était génial. Cette fois-ci, on part en Espagne. On part en Espagne avec Docile de Arrocens de la Mazza chez Actes Sud. Alors, c'est un tome 3. Pareil, c'est compliqué d'offrir à Noël un tome 3, mais je devais le mettre, moi, dans mes 40 meilleures lectures de l'année parce que, indubitablement, il en fait partie. Donc attention, c'est un vrai tome 3. En plus, on parle énormément de la vie personnelle de Milo, je crois que c'est comme ça, le personnage central. Et voilà, un thriller que j'ai adoré, très dur, hein, puisqu'on assiste quand même au massacre à coups de pierre d'une famille entière. Et on va partir comme ça dans l'enquête et c'était génialissime avec un fond sociétal sur un petit état des lieux de l'Espagne d'aujourd'hui. C'est l'Espagne post, vous savez, les attentats de 2017, je crois. On est en plus à Barcelone où a lieu les attentats.
Voilà, je me souviens d'une ambiance anxiogène au plus haut point, d'une enquête passionnante. Alors par contre, attention à offrir, bon, moi je pense qu'on peut l'offrir, même si c'est un tome 3, mais par contre à offrir à quelqu'un qui aime quand on est comme ça dans une enquête de A à Z. On est 99% du temps avec les enquêteurs. Donc, il faut vraiment aimer ça quand on est vraiment dans un thriller, un policier, vraiment un roman policier sur l'enquête de A à Z. On prend les échantillons vraiment minutieusement. Voilà, on suit tout ça. Le médecin légiste, les enquêteurs, les témoins, les premiers présumés coupables. Ah non, c'est pas lui, on repart. Voilà, faut vraiment aimer ce genre-là. Mais moi, je l'ai trouvé absolument passionnant, bien écrit, psychologiquement bien mené, bien costaud. Et voilà, ça a été vraiment un de mes coups de cœur de cette année. Donc, je me dois de le mettre ici. Évidemment, l'idéal, c'est de lire les 2 premiers avant, mais ça reste largement lisible parce qu'on focalise quand même beaucoup sur l'enquête de ce roman-là. Donc, voilà, gros coup de cœur pour celui-ci. Après l'Espagne, on file en Norvège avec enfin pour moi la découverte de Jo Nesbø. Et quelle découverte! J'ai surkiffé leur domaine. Parce que moi, je savais pas que Jo Nesbø, finalement, il oscillait comme ça entre le thriller et le roman noir. Et c'est toujours intéressant de lire du roman noir scandinave. Et mon Dieu, que c'était bien, c'était génial, l'histoire de ces 2 frères. Leurs parents vont mourir dans un accident de voiture, ils vont tomber dans plus qu'un ravin, c'est carrément un gouffre. Et on va voir comment les deux garçons vont relever la tête. Le grand frère va rester en Norvège, il va trouver un emploi dans une station-service. Le petit frère, lui, va partir au Canada, il va faire des études d'architecte. Et le roman commence 20 ans plus tard, où justement, le petit frère revient avec l'ambition de construire ici, dans leur village norvégien, un suédois, norvégien, un énorme hôtel pour riches. Et évidemment, on va revenir très longuement sur leur vie à eux. Qu'est-ce qui s'est passé autour de la mort de leurs parents? Et certaines surprises, on va trouver des dysfonctionnements dans cette famille. Je m'y attendais pas. On est parti dans une thématique, mais mon Dieu, je ne m'y attendais pas. Ça a été un choc. Honnêtement, ça a été un choc. Il y a une thématique que je ne soupçonnais vraiment pas. Donc, c'est toujours bien. Pareil, j'en reviendrai toujours aux mêmes choses. Quand tu es une grosse lectrice et que l'auteur arrive à te surprendre comme ça, ben, pour moi, c'est bingo. Et voilà, ça a été vraiment une fabuleuse découverte pour moi. L'ambiance norvégienne est terriblement bien transcrite ici dans le climat, dans la population des gens. Et putain, le suspense est super bien mené. J'ai adoré. Voilà, j'aime quand le thriller glisse comme ça dans le roman noir et c'était génial. Celui-là aussi, vous pouvez vraiment l'offrir quand même à un large public qui par contre, voilà, ne serait pas offusqué qu'un thriller glisse comme ça plutôt dans le roman noir policier. Et c'était génial. J'ai vraiment surkiffé. Bon, celui-ci, voilà, là par contre, maintenant, on redescend vers Bordeaux. Bah, celui-ci, il avait aussi ma place dans mes 40 meilleures lectures de l'année, indubitablement. Traverser la nuit, Hervé Lecor, mon Dieu, La Claque. Alors attention, je répète, ne pas offrir à quelqu'un peut-être qui souffre de dépression ou de mal-être, parce que ce roman, c'est vraiment noir, c'est noir. J'ai honnêtement rarement lu un bouquin qui te fout autant au fond du trou. Tout le roman se passe la nuit, le titre. Tout le roman se passe sous la pluie. Donc imaginez la nuit, la pluie au cœur de Bordeaux avec un serial killer qui tue des femmes, surtout des prostituées. Voilà, des femmes dans la rue la nuit. Ajoutez à ça un inspecteur qui doit faire face à ça, mais aussi à une femme victime de violences conjugales extrêmes. C'était passionnant. Moi, j'ai adoré, toujours pareil, je vous le dis tout le temps, quand on assiste à la genèse d'un tueur en série, pourquoi il fait ça, quand c'est bien mené. C'était terriblement bien écrit. On flirte vraiment avec de la littérature. Là, c'est pas du thriller. Alors, c'est bizarre parce qu'on est dans une enquête policière, mais vraiment, on est pour moi dans un roman noir sociétal. Et ça a été une claque ce roman. Franchement, ça a été une de mes plus grosses claques de cette année. Donc, il avait clairement la place ici. C'est un one-shot, donc n'hésitez pas à offrir quelqu'un, je vous répète quand même, qui ne serait pas offusqué
qu'on lui offre un roman où vraiment on vous plonge au fond du gouffre. C'est vraiment, voilà, vous risquez peut-être d'avoir des remarques après, me dire, le livre que tu m'as offert, comment te dire, j'ai failli prendre un arbre, une corde et un tabouret parce que, donc voilà, il faut quand même savoir à qui vous l'offrez. Attention, si vous l'offrez à Tata Janine, qui est plutôt fan de Mary Higgins Clark, là, ça va peut-être le faire moyen. Franchement, c'est vraiment, c'était assez glauque, une ambiance vraiment oppressante, euh, parfois vraiment déprimante, mais magnifiquement bien écrit, des personnages très forts, une histoire, moi, qui m'a passionnée. J'ai surkiffé du premier au dernier mot. C'est une de mes grosses claques de cette année, donc il avait la place ici. Une très très bonne lecture aussi, thriller. Là, peut-être qu'on revient dans un truc peut-être plus grand public, gros fan de thriller, La part du démon, Mathieu Le Cerf, qui m'avait absolument bluffé par une utilisation temporelle génialissime. J'ai eu un peu peur au début parce qu'on est dans une enquête assez classique. Je me souviens, je crois qu'on découvre le corps d'une bonne sœur dans un monastère au cœur de Paris. Et l'enquête est un peu classique, et puis bim, un premier truc, fin du premier chapitre, fin de la première partie. Quoi? J'adore ce truc quand tu relis 3 fois les 3 dernières pages de la première partie, parce que quand tu attaques la deuxième partie, c'est oui, oui, j'ai fait ça. Quoi? D'accord, OK. Waouh! J'adore ça. Une fois de plus, j'ai été surprise par l'utilisation de la narration spécifique dans la temporalité. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. L'enquête en elle-même est restée ultra classique. Honnêtement, s'il n'y avait pas eu ce truc-là de choix narratif incroyable et d'une utilisation exceptionnelle de la temporalité, s'il n'y avait pas eu ça, le roman, l'enquête en elle-même, ça aurait été vraiment resté classique. Mais là, j'ai trouvé vraiment très, très surprenant, agréablement surprise par cette utilisation narrative. Waouh! Vraiment, grosse surprise. Je me rappelle avoir parlé à mon livre. Je me souviens, à la fin de cette partie-là, je me disais, ouais, ok, d'accord. Waouh, c'était génial. C'était génial. Ensuite, celui-là aussi, j'adore cette autrice, Fiona Cummings, donc, qui a écrit Le Collectionneur, L'Ossueur. Là, c'était un one-shot, Les Voisins. Voilà, je vous en ai beaucoup parlé. L'histoire démarre 20 ans plus tôt dans un magasin de jouets. Un homme fait un spectacle de marionnettes. Il va se passer quelque chose avec les 2-3 enfants qui sont présents ce jour-là. Il va se passer un drame, et nous, on est 20 ans plus tard, où un serial killer officie dans un quartier anglais. Et on va suivre une nouvelle famille qui arrive là. Et voilà, les meurtres vont continuer. On suit donc. C'est une enquêtrice, l'héroïne. Et j'ai surkiffé un gros, gros jeu passé-présent. Et pareil, quand le passé et le présent se réunissent, bim, dans ta tête, envie de relire le roman, en sachant que voilà, c'est ce qu'on recherche. Franchement, voilà, je le dis tout le temps, nous, les gros thrillers, les gros lecteurs de thrillers, on recherche ça, la surprise, l'étonnement de te prendre à rebrousse machin et d'avoir cette révélation. On le recherche, ça, évidemment. Alors oui, quand tu as le supplément d'âme d'une belle écriture, des personnages bien posés, la mise en place d'une belle ambiance, oui, mais quand en plus tu as cette énorme cerise sur le gâteau d'avoir un rebondissement incroyable, la révélation que tu attends, quand elle est là, eh ben, c'est banco, c'est ce qu'on recherche. Là, tout est là et franchement, énorme plaisir de lecture que vous pouvez offrir à n'importe quelle grande fan de thriller. Je pense qu'il devrait surkiffer dans le même genre. Voilà, je l'ai encore là. J'ai surkiffé Les Beaux Mensonges de Céline de Roigny. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps, c'est une lecture du mois dernier. Vraiment énorme surprise du roman policier. Là aussi, on est dans une enquête de A à Z. J'ai adoré, vraiment, j'ai tout aimé dans ce roman, l'écriture, le personnage, l'enquête, les énormes surprises, les thématiques un peu tabous dans lesquelles on va, et surtout, pareil, là, la révélation finale. La révélation finale qui se fait sous forme d'une lettre, sous forme épistolaire. Il y avait longtemps que j'avais pas eu ça, et j'ai relu 4 fois cette lettre. Voilà, ben, un peu comme le roman d'avant, quand tu as la grosse claque de la fin. Eh ben, moi, je l'ai relu 4 fois. C'était génialissime. Clairement, un roman que je relirai
Et j'ai passé un très, très bon moment. Là aussi, offrez-le franchement à n'importe qui kiffe les thrillers, les romans policiers. Pareil, là, une enquête de A à Z. Une enquêtrice vraiment atypique qui ne lâche rien, s'accroche à son enquête, veut résoudre cette histoire de faux suicide qui est en fait un meurtre. Et c'est passionnant, j'ai adoré. Et, franchement, petit coup de cœur pour ce thriller-là. Il y avait vraiment longtemps qu'une enquête policière comme ça m'avait pas autant passionnée. En plus, c'est peut-être méchant ce que je veux dire, mais tant pis, je le dis. En plus, venant d'un auteur français, ben oui, moi je suis souvent déçue en ce moment hein, dans les thrillers et les policiers français. Et là, waouh, j'étais absolument ravie. C'était génialissime. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça des Français dans mon top 40. Il suffit que je dise ça pour que les 2 prochains soient des Français. Donc, Poupougne, Sève, hein, tais-toi. Tu vois qu'il y en a que tu as aimé. Effectivement, j'ai aussi adoré. Alors là, ça a été une surprise monumentale. Antoine Renan, S'adapter ou mourir. Pourquoi? Parce que moi, je faisais pas forcément partie des fans de la première heure. J'avais très moyennement aimé l'empathie. J'avais vu dans l'empathie les talents à venir hein, de l'auteur, mais l'empathie, je l'avais trouvé beaucoup trop grandiloquent, beaucoup trop dans l'invraisemblance, tout trop gros. Tout était beaucoup trop gros. On voyait que l'auteur venait du monde il était scénariste pour le cinéma. Voilà, on voyait que c'était beaucoup trop. Voilà, j'avais pas accroché. Et là, il est venu dans quelque chose d'un peu plus réaliste et j'ai surkiffé. Attention, un roman très très dur. Puisqu'on est avec ces personnes qui ont comme boulot de filtrer tout ce qui passe sur. Bah là, bon, c'est un autre nom, hein, je sais plus le nom. Pramebook. Je sais plus comment ça s'appelle, mais clairement, tu penses à Facebook. Et ils doivent filtrer toutes ces vidéos sur lesquelles nous, en tant qu'utilisateurs de Facebook, on ne doit pas tomber dessus. Donc voilà, c'est des vidéos horribles avec Daesh, voilà, etc. Et bah, c'est eux qui doivent se les farcir, les annuler. Et comment psychologiquement peuvent continuer à vivre ces personnes-là. Et on va partir aussi la deuxième moitié, on est parti dans un truc que je ne m'attendais pas. C'était vraiment surprenant. Je reste vraiment avec un sentiment d'un savant mélange action, réflexion, très bien foutu. Il y a beaucoup de réflexion parce que nous, on se pose aussi beaucoup de questions. Putain, moi, comment je pourrais vivre tous les soirs à rentrer chez moi en ayant toutes ces images dans la tête? Et de l'action parce qu'il va se passer quelque chose. Certains membres de cette équipe qu'on suit vont en avoir marre de voir ces images-là, donc ils vont partir dans une espèce de quête. Et c'était génial, je m'y attendais pas. C'était passionnant, c'est ultra réaliste. J'ai beaucoup pensé, je sais pas si c'est fortuit ou pas de faire des comparaisons, mais peut-être pour savoir où vous allez, j'ai quand même beaucoup pensé à Mathias Coping avec ce côté très réaliste, cru, violent. Donc attention, là aussi, peut-être pas offrir à Tata Janine, plutôt fan de Mary Higgins Clark, parce que là, c'est très dur, c'est très violent, c'est très réaliste, c'est très âpre. Moi, il y a vraiment des passages que j'ai dû sauter. Voilà, je vous disais, par exemple, il y a plein de passages où on suit avec eux les vidéos auxquelles ils ont affaire et ils disent j'efface, ah non, ça je peux laisser, ah, ça j'efface. Mais toi, trop tard, t'as lu la scène qu'ils effacent et c'est très très dur parce que malheureusement, je pense que l'auteur s'est basé sur de vraies vidéos qui ont circulé sur Facebook. Moi, je fais partie de ces gens qui sont dans le déni. Mais non, ça n'existe pas. Les gens ne sont pas capables de faire de telles choses. Je ne veux pas voir ça. Et donc, ça a été un peu compliqué. Je vous disais hein, que ce roman, j'avais peur de l'aborder à cause de ça. Mais c'était franchement génialissime. Donc voilà, si vous voulez offrir attention à un lecteur aguerri, que vous savez qu'il n'a pas peur de scènes crues, violentes et âpres, allez-y. Sinon, attention quand même. Voilà, je tiens à le préciser, c'est d'une violence assez crue. Après, voilà, pareil, je ne pouvais pas le taulier, hein, pour terminer cette catégorie des thrillers, le taulier du thriller français, Franck Tillier, qui a donc décidé de faire un préquel aux enquêtes de Franck Charcot avec, je vous ai mis la photo du collector, donc de 1991, qui peut être un superbe thriller à offrir. Thriller avec serial killer qui nous ramène donc dans la toute première enquête de Franck Charcot, juste avant Train d'enfer pour Ange Rouge. Donc du coup, vous pouvez l'offrir à n'importe qui, vu que c'est finalement un tome 1
de saga. Donc c'est cool. Vous pouvez l'offrir aussi bien aux fans de Charcot, aussi bien à quelqu'un qui n'a jamais lu Franck Tillier. Donc si vous voulez offrir un excellent thriller avec serial killer, je ne vais pas revenir sur l'énorme potentiel d'écriture de Franck Tillier. Voilà. Si c'est le taulier du thriller français, c'est qu'il y a une bonne raison. Voilà, c'est toujours un régal absolu de lire Franck Tillier, même si il y en a qui, pour moi, ont été peut-être moins bons que les autres. Celui-ci est vraiment un cru génialissime. Voilà, il n'a pas fait un préquel juste pour faire un préquel. Il y a mis vraiment une vraie histoire avec un vrai serial killer. Les débuts de Charcot et j'ai adoré. Et honnêtement, voilà, n'hésitez pas à offrir à un fan de thriller avec serial killer. Et enfin, on va attaquer la dernière catégorie dans lesquelles je vais tout simplement vous montrer le must du must pour moi cette année. C'est la catégorie, alors j'ai toujours du mal à l'appeler comme ça, mais bon, au moins c'est très explicite. La catégorie valeur sûre. Voilà, c'était vraiment du très 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 bon, du très haut level. Allez-y, vous allez pouvoir, je pense, les offrir. Je vais essayer aussi quand même de dire peut-être qui a quoi. Et donc, j'en ai 2, 4, 6, 8, voilà, 9. Cette année 2021, j'aurais eu 9 lectures vraiment coup de cœur que je vous ai vraiment fortement recommandées. 91 l'aurait pu en faire partie, mais bon, j'ai préféré le mettre dans la catégorie pure thriller. Mais voilà, franchement, les bouquins là que je vais vous parler, allez-y, les yeux fermés. Alors, Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Randéa, je me souviens que dans ma chronique bilan, je ne sais pas si j'avais été ultra dithyrambique, mais en y repensant là, en faisant mon listing, waouh, j'en garde quand même vraiment. Je pense que c'est un coup de cœur au final. J'en garde vraiment un très très beau moment de lecture. Un moment de lecture vraiment génialissime. J'ai oublié finalement le truc qui m'avait un peu gêné, qu'on est dans la thématique comme ça des orphelinats, des trucs qu'on avait déjà vus dans cette thématique des orphelins comme ça. Mais ça s'est passé et finalement il me reste que le bon et waouh, ça vous pouvez l'offrir à n'importe qui. Parce qu'on oscille entre littérature blanche et roman à suspense. Et vous pouvez l'offrir à tout le monde. C'est magnifiquement bien écrit, c'est prenant. Il y a un suspense superbement bien maîtrisé. Il y a un attachement au personnage incroyable. On va suivre un groupe de garçons qui va se former dans cet orphelinat. Et c'était sublime avec en fond de toile comme ça la thématique de la musique. Si vous voulez offrir un bon livre à un musicologue, offrez-lui celui-là parce que la musique, le piano est très présent. Et waouh, super souvenir de lecture, vraiment à offrir là. Allez-y, les yeux fermés. Un de mes thrillers préférés cette année, indubitablement, ça a été Une vie de poupée. Je crois que c'est une des rares fois où cette année j'avais mis le slip. Voilà, découverte incroyable donc de ce duo d'auteurs, Erik Axel Sund, des auteurs suédois. J'ai surkiffé de ouf ce thriller. Attention, très très dur. On va être quand même dans la thématique tabou, je sais pas, mais très très difficile de la pédopornographie en Suède. Et donc évidemment, sujet un peu difficile. Là aussi, attention à qui vous l'offrez. Je ne vais pas vous reparler de Tata Janine, mais attention quand même parce que c'est très violent, c'est très âpre. J'ai adoré une narration incroyable. C'est gros kiff. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre que ça a été un gros slip. Je l'ai trouvé absolument génialissime et je ne peux que vous le recommander. Ça fait partie de la saga Mélancolie, mais il peut carrément se lire en one shot. Mais clairement, il peut clairement se lire en one shot. Et voilà, tout est parfait dans ce roman. C'était un slip monumental. Et n'hésitez pas, énorme, énorme, voilà, un de mes gros coups de cœur de cette année. Je m'attendais pas non plus parce que Armelle Carbonel, j'aime beaucoup à la base, mais je pensais pas honnêtement qu'elle m'offrirait un tel slip. Parce que L'Empereur Blanc d'Armelle Carbonel, c'était absolument génialissime. Voilà, je me rappelle de cette ambiance du fond de l'Arkansas où on suit 5 amis qui sont tous les 5 auteurs de thrillers et ils se retrouvent dans une maison dite abandonnée, dite hantée, pour pouvoir trouver de l'inspiration pour leur prochain roman. Mais évidemment, là-bas, des choses horribles vont arriver et on va osciller comme ça sur un récit passé-présent où on va suivre un jeune noir américain je ne sais plus combien d'années, des décennies avant,
qui va tomber amoureux d'une femme blanche américaine et on va les suivre et vous dites: «Waouh, mais quel rapport?» Oui, il y a un rapport, vous verrez. C'est magnifiquement bien géré, c'était passionnant. Je me souviens d'avoir lu une lecture où quand je tournais chaque page, je lisais avec avidité chaque page qui était tournée, c'était génial, c'était passionnant. Il y a un énorme twist en milieu de roman, voilà, qu'on voit ou pas venir. Peu importe, moi je l'ai pas vu venir comme d'habitude, mais peu importe, à la limite, si vous découvrez, c'était absolument génial. C'est pour moi le meilleur de l'autrice et cette autrice vraiment est, fait partie de celles qui me surprennent le plus en France et voilà, je la suivrai encore avec, beaucoup d'attention et franchement celui-là, n'hésitez pas. N'importe qui, ça fera l'affaire. 2021 aussi, découverte. Alors j'avais déjà lu en 2020 La Sentence, mais vraiment, là, j'ai découvert que, John Grisham, pardon, pouvait vraiment me passionner. Je me suis pris une grosse claque avec Les Oubliés de John Grisham. Vous savez, Grisham, spécialiste du thriller judiciaire. Il a été avocat pendant 10 ans et là, il va s'attaquer à cette thématique des erreurs judiciaires puisqu'on va suivre un avocat qui monte une équipe, qui va reprendre comme ça des dossiers où, le coupable qui est en prison dit qu'il est innocent, qu'il faut reprendre l'affaire du début et voilà, on va suivre ces enquêtes-là. C'était absolument passionnant. Comme d'habitude, à travers son histoire, Grisham nous fait un peu un état des lieux du système judiciaire américain, de toutes ses failles, de toutes ses faiblesses et c'est absolument génialissime. J'ai adoré du début à la fin. Je me souviens là aussi, je tournais chaque page avec c'était génial à offrir à n'importe qui. C'était passionnant du début à la fin. Celui-là, tiens, un petit thriller un peu plus classique, Arttu Tuominen, Le Serment, auteur finlandais. Voilà, c'était un peu original déjà de partir en Finlande. J'ai absolument surkiffé ce roman basé sur un gros jeu passe-présent parce qu'on est avec 3 amis enfin 3 connaissances d'enfance et le roman commence où on est 30 ans plus tard et parmi ces 3, voilà, on a un flic, un mort, un présumé coupable. Voilà et donc le roman commence où un des 3 meurt. Il est présumé assassiné par le deuxième et nous, on suit le flic qui va mener l'enquête et qui, évidemment, va repartir dans leur passé à tous les 3 au fin fond de ce village finlandais. C'était absolument passionnant à offrir vraiment à quelqu'un qui adore ce jeu passé-présent où on sent que des événements qui se sont passés dans le passé ont une incidence sur le présent. C'était génial, j'ai surkiffé du début à la fin. Pareil, l'ambiance scandinave est très présente. Voilà, je me souviens, la neige, la glace, le froid, c'est très, très présent et d'ailleurs, le premier meurtre a lieu ici, dans un très grand chalet et voilà, j'ai surkiffé et il était sorti à l'époque, il y a quelques mois, chez France Loisirs, mais il est depuis sorti chez Éditions de la Martinière. On arrive presque à la fin. Parmi mes valeurs sûres de cette année, mes gros coups de cœur, le nouveau Jérôme Loubli, Les Sœurs de Montmort, qui a su encore m'épater. Voilà, Jérôme Loubli, il est quand même maintenant spécialisé dans cette montée en puissance pour t'offrir un rebondissement final de ouf. C'est vrai que depuis Les Refuges, voilà, je trouve qu'il excelle là-dedans. Là, ça n'a pas dérogé à la règle. Il y a un putain de twist à la fin. Toujours pareil, je sais pas si on le voit venir, est-ce que ça a le même effet? Moi, je n'ai rien vu venir, je me le suis pris dans la tronchasse. C'est génial, quand je peux pas vous dire autre chose, moi, quand tu es fan de thriller, que tu te prends le twist final dans la tronche, je vous souhaite vraiment de connaître ce sentiment-là, c'est génialissime. Là, vous pouvez l'offrir aussi à n'importe quel fan de thriller. Dans mes souvenirs, c'est pas très, très gore, c'est plus, psychologique. Voilà, c'est plus, psychologique et c'était génialissime. La bonne surprise aussi de cette année, le nouveau roman de Johanna Gustafsson, Te tenir la main pendant que tout brûle de Kalman Levy. Là aussi, si vous voulez offrir un très bon roman à quelqu'un qui adore ce jeu passé-présent, n'hésitez pas. Là, on est autour de 3 femmes, 3 temporalités différentes, un lieu unique qui va les rassembler et c'était passionnant. J'ai adoré tout ce roman autour de la cause des femmes.
de ce que subissent les femmes, de la maternité, de la folie et voilà, toutes ces thématiques-là. J'ai eu peur de faire un spoil par rapport à la fin. Voilà, il y a un énorme twist à la fin que j'ai pas vu venir. Mais moi, je vous ai dit, je suis tellement en mode, je cherche pas à comprendre qui a fait quoi, qui fait quoi. Moi, je lis page par page ce que me propose l'auteur. Et depuis que je fais ça, je vous jure, je me prends des claquasses à la fin parce que je ne vois rien venir. Et c'est parfait. Et c'est, je pense, ce que veut l'auteur, que tu sois comme ça. Surprise, saisie. J'ai parlé à mon bouquin, c'était fabuleux. Et voilà, il fait vraiment partie, je pense, de ces lectures qui m'auront créé le plus d'émotions en cette année 2021. Donc, il avait clairement sa place, non seulement ici dans mes 40 meilleures lectures, mais je pense qu'il a clairement sa place sous le sapin. Franchement, n'hésitez pas à l'offrir. C'est propre, net et sans bavure du début à la fin. Et voilà, lu récemment. Vous ne l'avez pas vu encore dans un bilan lecture puisque je l'ai fini avant-hier. Heureusement que je l'ai lu vite avant cette vidéo. Petit coup de cœur, les gars. Petit coup de cœur pour le dernier Donato Carisi. Alors, je ne sais pas si je m'y attendais ou pas. Pas forcément parce que Donato Carisi, c'est un peu en dents de scie avec moi. Il n'a pas forcément non plus toujours fait des chefs-d'œuvre. Et là, il m'a, mais alors, scotché avec Je suis l'abysse. Je le précise tout de suite, c'est un one-shot. On n'est pas du tout dans sa saga Le Chuchoteur avec Mila Vasquez, etc. Non, non, voilà, c'est un one-shot où il va refaire un classique thriller avec serial killer, puisqu'on va avoir affaire au tueur du lac de Com. Alors, c'est issu d'un fait réel, hein. C'est tiré d'un fait réel. Je n'ai pas retrouvé l'histoire. Alors, peut-être qu'il a changé d'endroit. Là, il a situé au lac de Com, en Italie. Donc, un tueur qui tuait des femmes un peu âgées, d'une cinquantaine d'années, et qui balançait leurs membres dans le lac de Com. Et là, on va suivre une assistante sociale qui va mener l'enquête. Parce qu'elle, elle s'occupe surtout donc des femmes qui subissent des violences conjugales et aussi des enfants qu'on leur retire à leur foyer et qu'il faut replacer. Et j'ai adoré le fait que, pour moi, c'est essentiel quand tu suis comme ça un thriller avec serial killer, de revenir sur la genèse, sur l'enfance très dysfonctionnelle de ce tueur, de sa relation avec sa mère et cette assistante sociale qui comprend assez rapidement qu'il y a un homme comme ça qui est en train de tuer impunément des femmes. Et évidemment, ce serial killer et cette assistante sociale vont se croiser à un moment donné. C'était génial. Il est fort, Donato Carisi. Il manie tellement bien ce genre-là du thriller avec serial killer. C'est propre, net, sans bavure. Très bien écrit, addictif, page turner. Il y a des révélations de ouf. Toujours aussi chez Donato Carisi, il te met 2, 3, 4 suspens embrigadés. Du coup, tu as 4 rebondissements, 4 twists. Alors attention, du coup, je dis souvent, trop de rebondissements, attention, peut amener à des invraisemblances. Là, honnêtement, on était quand même un peu sur le fil du rasoir. On a attention à pas trop faire comme ça de trop grosses révélations, de trop gros trucs. Mais c'est passé, ça l'a fait. J'ai surkiffé, je ne peux que vous le recommander. Il y a une scène d'intro à glacer le sang, une scène finale à glacer le sang. C'était absolument magnifique. Je suis contente d'avoir eu un dernier petit coup de cœur comme ça dans ce genre-là. En plus, ça m'a bien reboosté. Là, je suis en train du coup d'avoir un rythme de lecture intense où je suis en train d'en bouffer un par jour. C'est génial. Et voilà, vraiment beau coup de cœur pour celui-là. Offrez-le à n'importe qui. Il y a 2-3 scènes un peu glauques. On est quand même avec un serial killer, mais franchement, n'hésitez pas. En plus, c'est un one-shot, c'est génial. Et voilà, c'est parfait à offrir. Et le dernier dont je voulais vous parler, si vous me suivez, vous avez peut-être deviné. Je pense que si en cette année 2021, il ne devait en rester qu'un, ce serait indubitablement celui-là. Vous avez peut-être deviné, mais quelle épopée ce roman. Mon Dieu, quand j'y pense, je suis tellement encore émue. Quelle épopée ce roman. Ça va être difficile à offrir, mais indubitablement, si il ne devait qu'en rester un cette année, ça serait Notre part de nuit de Mariana Enriquez. Mon Dieu, merci aux éditions Sous-Sol d'avoir osé éditer cette
pépite, je sais même pas comment l'appeler. Roman noir, c'est pas du thriller, roman noir, gothique, fantastique, épique, époustouflant, chef-d'œuvre. Alors vous le savez, j'emploie avec parcimonie ce mot, mais j'ai envie de l'employer ici. C'est pour moi un chef-d'œuvre d'ailleurs, hein, si je l'ai encore, vous savez, moi je ne garde pas mes lectures, je ne garde que mes slips, mes pépites. Donc, voilà, s'il est là, c'est que je vais le garder. Chef-d'œuvre monumental de la littérature pour moi, honnêtement. Euh, alors, à qui l'offrir? Alors, peut-être à un gros lecteur aguerri qui souhaiterait lire vraiment quelque chose qu'il n'a jamais lu, quelque chose d'intense, d'une densité incroyable, des personnages d'une force et d'une puissance inimaginable, surtout donc ce père avec ce fils que l'on va suivre dans cette Argentine des années 80, Argentine qui était sous le joug d'une dictature militaire. Le côté historique est assez présent, mais voilà, Mariana Enriquez, elle a connu, elle petite, en Argentine, cette dictature-là, donc elle a voulu retranscrire tout ce qu'il lui en est resté. C'est noir, c'est âpre, c'est profond, c'est d'une densité incroyable, c'est d'une originalité folle. Vous en lirez pas deux comme ça. Il y a tellement de thématiques dans ce roman, la filiation, l'homosexualité, les dictatures, il y a plein de choses, la religion, c'est incroyable tout ce qui est retranscrit, l'art aussi, parce que ben, en fait, toutes ces choses-là que subissent quand il y a une dictature dans un pays, qui sont touchés en premier, ben, ce sont les arts, les artistes, les homosexuels, les enfants. Voilà, elle parle qu'il y a eu à cette époque beaucoup de disparitions d'enfants. Et voilà, c'était noir, c'était violent, c'était majestueux, c'était sublime, c'était un énorme coup de cœur. Euh, Vraiment une lecture épique comme j'en ai jamais eu. Incroyable. J'ai savouré chaque mot, chaque phrase, chaque page. Tu savais pas quand tu commençais un truc vers où tu allais, vers où elle t'emmenait, on oscillait entre plein de choses. En plus, on suit ce petit garçon, donc ce fils qui va avoir une bande d'amis. Donc il y a aussi toute la thématique de la bande d'amis qui vont connaître des émotions, tout ça. C'est très compliqué de parler de ce roman. Sachez juste qu'il faut l'offrir à quelqu'un, à un gros lecteur qui voudrait être encore scotché par un roman, surpris par un roman, euh, qui oserait aller un petit peu vers autre chose, parce que voilà, il y a un côté peut-être fantastique qui est pas forcément facile à aborder. Voilà, la thématique du côté médium qui arrive à ouvrir une espèce de faille pas spatio-temporelle, mais une faille avec le mal, voilà, une ouverture avec le mal, etc. Tout ça est une métaphore autour de la dictature, évidemment. Donc voilà, un lecteur qui serait curieux d'aller vers une lecture ultra originale, une lecture unique, un chef-d'œuvre. Voilà, je le répète, s'il ne devait y en avoir qu'un cette année 2021, indubitablement, pour moi, ce serait Notre part de nuit de Mariana Enriquez. Donc voilà, j'en ai fini pour moi, donc ce petit panorama de mes 40 meilleures lectures de l'année. Je cross-finger pour que pendant le mois de décembre, j'en ai d'autres. Du coup, vous les verrez au fil de mes bilans lecture. Mais voilà, on est à un mois de Noël et je sais que vous aimez bien à l'avance ce genre de petites vidéos-là. Et j'espère que ça vous a plu. Elle est un peu longue. Oui, ça va, mec. 1h20, voilà. Petit film. Hein. La meuf, elle fait du cinéma. Maintenant, voilà. C'est un film cinématographique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, il y a eu forcément des redites, hein, si vous m'avez suivi toute l'année. Mais voilà, je pense que s'il y a bien une année où c'était très judicieux de faire un bilan de mes meilleures lectures, c'est bien cette année-là. Voilà, toi-même, tu sais ce qui m'est arrivé avec mon ancienne chaîne YouTube. Donc au moins, voilà, vous avez un condensé de mes meilleures lectures que j'ai eues cette année 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais attendre un petit peu quand même pour vous souhaiter de joyeuses fêtes dans d'autres vidéos. Et donc nous, on se retrouve assez vite. Voilà, en cette fin novembre, vous allez avoir pas mal de vidéos toutes les 2-3 jours, je pense. La prochaine, ça va rapidement être un bilan lecture. Voilà, j'en suis arrivée à 5 livres déjà. Donc, un bilan lecture.
J'aimerais aussi vous montrer, ma palle que je souhaite lire en décembre et vous présenter aussi, mes petits vlogmas que je vais vous proposer à partir du 1er décembre. Voilà, quoi qu'il arrive, n'hésitez pas pour suivre tout ça à me rejoindre sur, l'Instagram Il est bien ce livre ou le groupe Facebook Il est bien ce livre. J'y donne là-bas quotidiennement des nouvelles, hein, des sorties vidéo et cetera. Nous, je pense là qu'on se retrouve jeudi ou vendredi pour un bilan lecture. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve donc dans 2-3 jours pour un nouveau bilan lecture. Bye bye!